Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette rencontre avec Nadia Naclé. Merci également à Emmanuel d'être là, de la Mystérieuse Librairie. Merci beaucoup. Donc Emmanuel va animer la rencontre. Donc Nadia, je l'ai rencontrée en 2020 suite à un spectacle qu'elle a joué à Stérolux. Ce spectacle, vous pouvez le découvrir à l'étage. Aujourd'hui, on le diffuse en boucle à l'étage. Vous pouvez aussi, c'est une captation, bien entendu. Et les mercredis, vendredis et samedis, on fait 2 projections, une à 14h et une à 17h. C'est une histoire, un projet que Nadia a eu, dont elle va vous parler, qui s'appelle « Les oiseaux ne se retournent pas ». Et « Les oiseaux ne se retournent pas », c'est en fait un triple, voire maintenant même un quadruple projet, car c'est un roman graphique que vous pouvez découvrir dans le patio. Il y a vous pouvez avoir accès au roman graphique. Il est également en vente à l'accueil. C'est donc un spectacle visuel et sonore. C'est une exposition donc, que vous pouvez découvrir au passage, qui est visible jusqu'au 10 juin cette année, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis c'est aussi en devenir un film d'animation qui sortira en 2026. Voilà. Il aurait dû sortir plus tôt, mais c'est un projet qui est un peu repoussé, entre autres dû au Covid. Voilà. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'ouverture de l'exposition. Et puis on aura le vernissage qui sera le 4 mai à 18h30. Si vous avez envie de revenir, avec plaisir. Et puis je vais débuter en fait cette rencontre avec le teaser du film d'animation. Et puis après, donc Emmanuel et Nadia échangeront. Et puis à la fin, si vous avez des questions, ça sera possible aussi. Merci beaucoup. ما تبكي يا شجرتي شوية وعاملنا En tout cas, voilà une belle introduction à cette rencontre. En préparant celle-ci, j'ai constaté, appris que vous aviez étudié en droit. Est-ce que cette formation a été
le moteur d'un engagement personnel ou artistique pour la suite de votre carrière? La formation en droit, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de traiter des sujets plutôt engagés, peut-être avec une forme de recherche de justice, d'où mes études en droit. Après, c'est vrai que je me suis totalement réorientée après ce master pour suivre une carrière plutôt artistique, mais c'est vrai que je pense que le droit, enfin voilà, en tout cas la notion de justice ou d'une volonté de justice est assez présente dans mes ouvrages. Ça a fait partie des moteurs et d'une formation personnelle intérieure? Oui, en fait, c'est vrai que moi j'ai toujours voulu dessiner ou écrire. Après, après mon bac, j'ai hésité à me lancer directement dans une carrière artistique parce que j'avais aussi envie d'apprendre des choses, par exemple en philosophie, en droit, et puis et donc j'ai fait ce master et oui, je pense que je sais pas si ça a été le moteur, mais en tout cas c'est dans la lignée finalement, même si on a l'impression que c'est deux domaines complètement différents. Avec l'écriture, je pense que c'est merci de m'avoir précisé. Avec l'écriture, je pense que c'est dans la même lignée. Voilà. Alors dans ces cas-là, quelle a été la bascule qui a permis de dire je m'éloigne peut-être d'une formation en droit ou d'un métier, une carrière en droit pour aller vers tout ce champ artistique qui a l'air assez vaste? Je pense que le droit, alors j'adorais en théorie, enfin j'ai beaucoup aimé mes études, mais d'un point de vue plus pratique, en travaillant dans un cabinet d'avocats en droit de la propriété intellectuelle d'ailleurs, ça me correspondait moins. Et puis j'avais toujours eu l'envie de dessiner, d'écrire, c'était une passion aussi, donc j'ai choisi finalement de me réorienter. Et du coup, on découvre Les oiseaux ne se retournent pas en 2020 aux éditions Delcourt avec un très très beau roman graphique. Ce n'est pas la seule déclinaison de cette œuvre-là, mais quel a été l'enchaînement? Comment on est passé de cette œuvre de manière globale avec une déclinaison en ouvrage, en spectacle, d'autres ensuite? En fait, moi, c'est vrai que j'ai tout de suite envisagé le projet comme un triptyque sur les thèmes de l'exil et l'enfance. Donc j'ai écrit la forme spectacle en même temps que celle du roman graphique et celle du film d'animation aussi, d'ailleurs, le scénario, sachant que chaque forme apporte un point de vue différent sur l'histoire et que chaque forme se suffit à elle-même aussi. Pour résumer un peu l'histoire des oiseaux ne se retournent pas, c'est l'histoire d'Amel, une orpheline de 12 ans qui va être forcée à fuir son pays en guerre et qui sur sa route va notamment rencontrer Bassem, qui est un ancien soldat et musicien joueur de oud. Donc c'est une amitié qui va naître entre le soldat et l'enfant qui vont peu apprendre à se reconstruire. Et c'est aussi une histoire où la musique a une place essentielle, un rôle prépondérant, d'où cette volonté tout de suite de l'adapter sous la forme d'un spectacle musical et dessiné où là la musique a toute sa place et voilà, la performance en spectacle vivant permet vraiment de lui donner son entière place. Le roman graphique, pour moi, c'est une vision plus intime, plutôt du côté d'Amel, finalement. Et le film d'animation alterne vraiment entre les deux points de vue des personnages principaux, Bassem et Amel, où on a peut-être plus la vision de Bassem dans le film d'animation. Donc c'est vraiment trois formes avec trois points de vue. Et par rapport à la sortie des différentes formes, donc le roman graphique devait sortir pile au moment du confinement, le 18 mars 2020, donc ça a été reporté. Donc finalement, le spectacle a eu lieu à Stérolux avant le roman graphique, alors qu'en janvier 2020. Donc, voilà. Les deux exilés que sont Amel et Bassem, quelles ont été les origines? Quels personnages ou quelles personnes, tout court, ont inspiré ces deux errants? Donc il y a beaucoup de personnes finalement qui les ont inspirés. D'un côté, il y a mon histoire familiale, puisque
Mon père, moi, a fui, enfin, est libanais et a fui la guerre du Liban. Et il est né à Homs en Syrie, donc forcément quand j'ai vu les images de Homs dévastées, j'ai eu aussi l'envie de porter cette histoire, cette mémoire. Donc il y a vraiment l'idée d'une transmission à travers ce roman graphique, même si on suit le personnage d'une petite fille. Et après, pour écrire l'histoire en elle-même, je me suis vraiment rendue dans plusieurs camps de réfugiés, notamment à Grande-Sainte ou à Calais, voilà, dans un camp bien connu qui s'appelle La Jungle, enfin qui n'existe plus, mais ou encore dans des camps de réfugiés au Liban. Et ça m'a permis de rencontrer de nombreux enfants en exil, de parler avec eux, et c'est vrai que leurs témoignages m'ont beaucoup aussi inspiré dans l'écriture même de l'histoire. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est plusieurs personnes de mon cercle familial, mais aussi des personnes rencontrées pour ce roman graphique, m'ont inspiré les personnages de l'histoire. Vous avez eu l'opportunité de rencontrer de nombreux enfants ou de jeunes adultes partis de leur pays? Oui, complètement, oui. Sachant que j'animais aussi des ateliers de dessin, donc c'est vrai que par le dessin, il y a une proximité qui se crée, notamment aussi avec les adolescents et les enfants, sans avoir forcément besoin de poser des questions directement, avec cet aspect peut-être moins cru qu'avec une vision purement documentaire. Et c'est vraiment leurs paroles aussi qui m'ont invité, même si c'était mon intention dès le début du livre, mais vraiment à placer l'espoir au centre du roman graphique, même si c'est un roman graphique qui est assez sombre avec des touches de couleurs vives. C'est vraiment l'espoir, en tout cas, que j'avais envie de faire ressortir. Et les paroles de ces enfants m'ont vraiment confortée sur cette intention. Et j'avais aussi l'idée de faire parler leur imaginaire. C'est pour ça que le livre alterne vraiment entre la réalité vécue par Amel, mais aussi tout son monde imaginaire, qui est notamment inspiré d'un poème persan qui s'appelle La conférence des oiseaux de Farid ad-Din-Attar, d'où le titre aussi du livre, puisqu'Amel devient un oiseau parmi les autres oiseaux du poème quand elle s'évade dans son imaginaire. Est-ce que justement vous pouvez en dire un petit peu plus de cette œuvre qui est quand même assez essentielle dans l'ouvrage? Oui, donc c'est un poème donc du XIIe siècle qui raconte l'exil de 30 000 oiseaux qui vont traverser cette vallée initiatique à leur recherche de leur roi, le simorgue, donc leur roi ou leur reine, puisqu'en persan il n'y a pas de genre, il n'y a pas de masculin ou de féminin, donc selon les traductions c'est une reine ou un roi. Moi j'ai plutôt opté pour la reine d'ailleurs dans le roman graphique. Et à la fin de cette traversée initiatique, ils vont se rendre compte que le simorgue qu'ils recherchaient n'est autre que le reflet d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment une quête sur l'identité, une quête initiatique. Et finalement, Amel part elle aussi à la recherche de son identité à travers le roman graphique, qui est aussi composé en 7 chapitres, comme les 7 vallées du poème. Donc c'est vrai qu'on a vraiment ce poème en toile de fond, inspiré de la mythologie persane quand on lit le livre. C'est un poème qui date de quelle époque? Du XIIe siècle, ouais. Et qui est connu Alors il est très connu au Moyen-Orient, il a été aussi connu notamment grâce à Jean-Claude Carrière pour une mise en scène de Peter Brook. Et il y a une très belle édition avec des enlumineurs persanes qui s'appelle Le Cantique des oiseaux, qui a été traduit par Leili Anvar. Donc c'est un poème très très connu au Moyen-Orient. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. À aucun moment dans Les oiseaux ne se retournent pas, il n'est mentionné ni pays, ni religion. Est-ce que vous avez opté pour ce choix, pour donner une universalité aux propos et au parcours de ces deux personnages, ou pour une autre raison? Alors il y a plusieurs raisons. C'est vrai que l'universalité du propos était importante pour moi, et j'avais aussi envie d'axer finalement sur la symbolique de l'exil, la symbolique de la guerre aussi, le fait de fuir son pays, et peu importe le pays finalement, plutôt que sur la notion de frontières
Voilà, et surtout avec mon nom de famille. Alors en France, ça parle pas forcément, mais voilà, au Liban, c'est un nom de famille qui est identifié. Et j'avais envie, en fait, voilà, d'avoir ce propos plutôt universel pour aussi me recentrer finalement sur les personnages, sur leurs émotions, et peu importe leur pays d'origine, en fait. Ça m'intéressait pas du tout de parler de ces frontières. Et du coup, ça fait écho avec les enfants que vous avez rencontrés dans les camps, ou avec sans barrière non plus, sans frontières, une certaine universalité. Il y a des phrases fortes qui ponctuent le récit, notamment au départ d'Amel, avec le « tu dois vivre », et accompagné de règles marquantes qui lui sont édictées. Du coup, c'est le début de l'histoire, et la question c'est, pour vivre, est-ce qu'on doit tout laisser derrière soi ? Ça, c'est vrai que c'est la question qui traverse le roman graphique, avec justement deux points de vue en opposition entre Bassem, l'ancien soldat justement qui est déserteur et qui refuse la guerre et qui décide finalement de ne plus jamais regarder en arrière, et Amel qui reste hantée par ses souvenirs. Elle dit par exemple les souvenirs, on a le droit de les emmener avec nous, ça n'empêche pas d'avancer un souvenir, et donc elle reste accrochée à ses racines, tandis que Bassem veut faire une croix radicale sur son passé. Donc c'est justement la question qui traverse tout le roman graphique. Et selon mon point de vue, en tout cas, je pense qu'on peut arriver à avancer et à garder quand même certains souvenirs, à avancer avec ses racines, en fait. Trouver un équilibre. Ces souvenirs font partie des bagages, et là cette fois-ci non plus au niveau du texte mais graphiquement, là encore l'ouvrage est parsemé de petits symboles, d'objets qui sont mis en exergue. Il y a le cerf-volant, il y a des plumes, etc. C'est des jalons dans la vie, dans le parcours de ces personnages. Oui, souvent c'est vrai que il y a plusieurs accessoires ou objets qui sont d'une couleur vive, donc j'avais envie d'associer vraiment une symbolique à chaque couleur. Donc par exemple, le sac à dos jaune d'Amel va plutôt être associé à ses souvenirs. Le cerf-volant rouge fait vraiment référence à cette terre natale, mais aussi à la guerre. Et le bleu va être plutôt le symbole de l'espoir. Par exemple, une poétesse en chemin lui donne un foulard bleu. Et chaque chapitre a aussi une couleur dominante. Et c'est vrai que j'avais envie de mettre en avant certains accessoires qui sont forts pour l'enfant, comme son cerf-volant ou le piano qu'elle quitte aussi. Le oud aussi qui est en couleur, qui ressort à travers les pages. Le oud et aussi la musique de manière générale, même si on est dans un roman graphique où il n'y a pas de musique, vous avez réussi à laisser cette sonorité et cette musicalité à travers les pages. Quelle est justement l'importance de l'art de manière globale, aussi bien dans cette œuvre que de manière globale auprès de ces gens, que ce soit la poésie, la musique, les autres arts? En tout cas, pour Amel, c'est vrai que c'est grâce à l'art finalement qu'elle arrive à se reconstruire. Bassem aussi. Et j'avais vraiment envie de montrer la force de la musique, en tout cas à travers cet ouvrage. Et c'est justement ce qui lui permet de faire le pont entre son passé et son présent. Je ne vais pas trop en dévoiler pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, mais voilà, c'est vrai que j'avais vraiment envie de montrer que c'est par l'art finalement que ces personnages se reconstruisent. Eh bien, on va rebondir ensuite sur le reste du destin des oiseaux ne se retournent pas. Comment arrive-t-on à tenter l'expérience du film d'animation ?
Alors en fait, moi, quand je me suis réorientée, je me suis vraiment réorientée dans le cinéma d'animation, pour le coup, avant d'écrire des romans graphiques. Donc j'ai travaillé notamment dans plusieurs studios. Donc c'est vrai que c'était un milieu qui m'était familier. Et dès le départ, j'avais envie que cette histoire existe et s'anime en fait à travers un film. Après, les temporalités ne sont pas du tout les mêmes et c'est vrai que le métier change complètement quand on réalise un film d'animation puisqu'on n'est plus tout seul à dessiner ou écrire un peu dans son coin. Et là, ça devient plutôt du management d'équipe finalement où il faut aussi trouver des designs que tous les animateurs vont pouvoir dessiner, se réapproprier facilement. Et souvent, l'aventure d'un film d'animation, c'est vrai que c'est très long. Et du coup, est-ce qu'on est obligé à changer de point de vue ou tout au moins d'axe ou en gardant les mêmes thématiques ? Oui, en tout cas, j'ai pas du tout envisagé de la même façon la composition des planches, par exemple, par rapport au cadrage du film. Dans le teaser du film d'animation, c'est vrai qu'on voit, par exemple, qu'il y a beaucoup de plans séquences. Les mouvements de caméra ont aussi une très grande importance pour raconter l'histoire. Alors que pour les planches du roman graphique, j'ai réfléchi autrement. Par exemple, pour parler de l'imaginaire d'Amel, il est représenté plutôt en gravure avec des planches sur fond noir. Et toute sa réalité est représentée avec des pages sur fond blanc. Je ne vais pas du tout penser, par exemple, de la même manière pour un film d'animation. La place de la musique aussi est essentielle dans le film et permet de prendre le pas là où le roman graphique ne peut pas... Fait comme il peut. Fait comme il peut, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une intimité du livre, et puis moi j'adore l'objet livre, donc c'est vraiment deux formes auxquelles je tiens. J'en mettrai pas une au-dessus de l'autre du tout. Mais c'est différent, c'est vrai que la façon d'aborder le projet est totalement différente. Il se complète pour vous ? Oui, pour moi, il se complète vraiment, oui. Vous avez, lorsqu'on regarde votre site personnel, on voit que vous avez aussi travaillé sur d'autres projets qui ne sont pas forcément les vôtres, sauf si je me trompe, mais des clips, des scénographies, ce genre de choses. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors les clips, donc ça c'est plutôt la casquette réalisatrice de films, en effet, où on m'a contacté pour que je travaille sur ces clips. Pour le spectacle vivant aussi, je travaille beaucoup, essentiellement la vidéo. Par rapport au spectacle, j'ai aussi mes propres créations. Donc Les oiseaux ne se retournent pas est aussi un spectacle, et mon autre roman graphique, Zaza Bizarre, a été aussi un spectacle pluridisciplinaire. Donc j'aime bien mélanger finalement les arts, les formes. Et après, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi travailler avec d'autres personnes. Et en général, je suis plutôt en charge de l'aspect graphique, l'aspect visuel, là plutôt en tant que dessinatrice ou vidéaste. Dans un travail d'équipe plus global, du coup ? Oui, complètement, oui. Alors souvent, j'interviens quand même au moment du texte, finalement, de l'écriture de la pièce, où on va réfléchir avec la metteuse en scène ou le metteur en scène à cette insertion des images et de la vidéo dans le spectacle. Donc c'est souvent en amont, mais c'est vrai que c'est dans un travail d'équipe beaucoup plus global. Ouais. Vous avez évoqué le deuxième ouvrage, l'œuvre Zaza Bizarre. Donc cet album-là, ce concept-là, lui aussi, a été décliné en spectacle et en roman graphique ? Oui, du coup, c'est un spectacle qui s'est joué aussi à Stéréolux, d'ailleurs à Nantes. Donc un spectacle pluridisciplinaire avec donc des musiciens, des comédiens, et des projections dessinées, et avec vraiment des interactions pour le coup entre les dessins et les comédiens sur scène. Puisque l'histoire de Zaza Bizarre, c'est l'histoire d'une enfant qui va se réfugier dans le silence, et c'est une enfant qui est dysphasique, dyslexique,
dysphasique. Je ne sais pas si tout le monde connaît. On connaît souvent plutôt la dyslexie. La dyslexie, c'est quand on mélange les lettres ou les syllabes à l'écrit, et la dysphasie, c'est à l'oral. Donc, c'est une enfant qui a du mal à être comprise. Et donc, il y a tout un travail sur le langage de l'enfant qui était donné à entendre, notamment dans le spectacle. Et sur la mélodie de ces mots aussi, grâce à la musique. Et elle se réfugiait dans un monde imaginaire qui était notamment représenté par des projections sur des tulles noires. Voilà. Pour cette œuvre-là, quelle a été la genèse, l'idée de départ? Alors là, je me suis plutôt inspirée de l'histoire de ma petite sœur qui avait des problèmes de langage quand elle était enfant. Et donc j'avais envie de raconter son histoire voilà, sous la forme d'une fiction. Voilà. Donc le titre Zaza Bizarre, c'est parce que Elisa, donc l'héroïne de l'histoire, est moquée par ses camarades de classe qui l'appellent Zaza Bizarre, d'où le titre du livre. Vous abordez la dysphasie de manière à la fois légère et poétique, ce qui est assez plaisant finalement. Et il y a une phrase, enfin c'est même dès la couverture, la nuit est ma couleur préférée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, alors donc en fait il y a beaucoup de jeux de mots aussi dans le livre. Donc la nuit c'est ma couleur préférée. Il y avait ce jeu de mots avec le C, c'est-à-dire la nuit c'est ma couleur préférée. Comme si la nuit elle seule la comprend finalement. Elle seule comprend Elisa. Et après ce monde nocturne, c'est notamment parce que Elisa elle se réfugie dans un imaginaire avec des animaux nocturnes. Sa meilleure amie est une araignée. Elle se perd dans les fils de sa toile. Donc il y a toute une réflexion sur le langage aussi et ce monde nocturne qui appartient à Elisa. Donc voilà, d'où cette phrase aussi. Très bien. Et l'œuvre est c'est plutôt écrit sous la forme d'un journal intime en fait, où on suit vraiment l'enfant jour après jour, voilà, dans son imaginaire. Est-ce que dans un avenir proche, on aura l'occasion de vous retrouver chez un éditeur pour un autre roman graphique? Oui, a priori, je vais travailler avec la même éditrice, Leslie Perrault, donc chez Delcourt, avec qui j'ai adoré collaborer. Et donc, je suis en train de travailler, en effet, sur un prochain roman graphique qui s'appellera Les Notes Rouges. Et dont on peut savoir 2-3 choses ou... Pas vraiment, pas encore. Je risque trop de changer l'histoire, mais en tout cas, il y a des thèmes qui reviennent et qui sont déjà présents dans mes 2 précédents livres, à savoir l'enfance notamment et la musique aussi, qui sont des thèmes qui reviennent. Le retour de l'art. Vous parliez de cette directrice de collection. C'est un atout d'avoir un retour, un écho professionnel dans une pratique de l'art qui, contrairement à l'animation ou aux arts vivants, où on est seul finalement face à ces planches. Alors, même dans le spectacle, par exemple, ou dans le film d'animation, on n'est pas vraiment seul. Voilà, dans la création finalement. Et là, oui, en tout cas, la collaboration avec l'éditrice est extrêmement importante parce que c'est le premier regard finalement. Alors après, moi, je sais que j'aime bien de temps en temps montrer certains dessins ou certaines planches à mes proches aussi qui m'apportent un regard également. Mais l'éditrice, ça va être le premier regard professionnel, voilà, au sein de l'édition qui va se porter sur le livre. Donc c'est important d'avoir une grande confiance, je pense aussi. C'est un vrai partenariat. Ah oui, complètement, oui. Ouais. Pardon. Eh bien, là, les oiseaux ont une concrétisation au niveau de l'exposition. Comment a été réalisée cette scénographie? Quels ont été les différents choix? Alors pour la scénographie, j'ai travaillé avec Alam Saoud, qui est aussi la scénographe du spectacle.
Et on a tout de suite eu envie, alors dans le patio du passage Sainte-Croix, qui est assez magnifique comme C'est lieu. un très beau site. Oui. On avait tout de suite envie d'axer sur l'envol et d'avoir des choses en hauteur par rapport aux oiseaux. Et par rapport à la thématique ombre et lumière, d'avoir des pièces plutôt intimistes dans les salles de la bâclerie et d'utiliser tout l'espace du patio pour permettre un peu cet envol. Et d'où la présence des plumes notamment. Et après, sur le travail concrètement en lui-même de la scénographie, on a vraiment travaillé à partir de plans en 3D pour disposer les différents modules de plumes, les différents tirages également. Est-ce qu'on peut trouver dans ces salles des œuvres originales ? Oui. Dans la première salle, notamment, c'est vraiment la salle des originaux. On peut voir de nombreux originaux. On peut voir aussi plusieurs recherches dans la deuxième salle, sous vitrine, avec là aussi beaucoup de gravures, puisque la particularité de ce roman graphique, c'est que plusieurs enluminures, par exemple, ont été réalisées à partir de gravures, donc sur des plaques de cuivre. On retrouve beaucoup d'eau forte, notamment. Donc on peut voir en fait tout ce travail à l'origine du roman graphique. D'ailleurs, quelles sont vos techniques ? Là, vous parliez de gravure, mais comment travaillez-vous ? Alors il y a vraiment un mélange de techniques. J'utilise à la fois du crayon, de la pierre noire, des lavis. Toutes les couleurs aussi, c'est plutôt du pastel gras. J'utilise aussi la tablette graphique, notamment pour la composition des planches. C'est pour ça que vous verrez, les originaux sont bien plus grands que le format du livre. Et après, je recompose mes planches. Alors, pas sur toutes les planches. Après, certaines planches, par contre, sont déjà composées traditionnellement. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce mélange de techniques, du coup. Parfait. Y a-t-il des questions ou des interventions dans le public ? Oui, je pense que mon histoire familiale, en effet, m'a certainement forgée, en tout cas. Et je pense que, en tout cas, c'est assez troublant de voir que sur tous les enfants, par exemple, de Libanais de ma génération, c'est vrai qu'on est beaucoup, en tout cas, dans les domaines du roman graphique ou par des films ou à retravailler ce sujet de la guerre qui était plutôt un non-dit dans nos familles. Je sais que moi, mon père ne me parlait jamais de la guerre du Liban et j'ai retrouvé ça chez beaucoup d'auteurs, par exemple. Et d'ailleurs, on remarque dans les rien que cette année, plusieurs ouvrages, notamment en bande dessinée, sont sortis qui parlent de témoignages et de quotidiens dans les pays du Moyen-Orient, mais sans les nommer. Comme dans Les Oiseaux, où on va laisser le lecteur soit rester dans un flou, ou au contraire se faire sa propre opinion, mais en ne dévoilant ni les origines, ni les circonstances réelles, mais en montrant encore une fois le côté malheureusement universel de ces choses-là. Je pense notamment aux Fusibles, qui sont sortis cette semaine, non, la semaine dernière, et qui parlent du Liban également. D'accord. C'est intéressant, j'irai voir. Alors j'ai beaucoup de sources d'inspiration diverses. Donc d'un point de vue graphique, j'ai été très inspirée par les estampes japonaises, par exemple, pour tout l'imaginaire de l'enfant. Un artiste comme Jakuchu, par exemple, m'inspire beaucoup. Je me suis aussi beaucoup inspirée des enluminures persanes, des miniatures orientale, pour ce roman graphique. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de peintres aussi surréalistes qui m'inspirent dans mon travail. Pour parler plutôt de la bande dessinée, après c'est vrai que j'ai plusieurs auteurs qui me viennent, mais je pense que c'est plutôt dans le récit qui m'ont beaucoup inspiré, comme Spiegelman par exemple.
Shontan aussi, dont j'admire, alors là pour le coup à la fois le trait graphique et la narration. Je peux. Oui. Oui, parce que Shontan est un auteur qui, justement, qui fait écho à votre travail, puisqu'il a mis en page le départ d'un pays pour arriver dans un autre pays, et tout ceci avec des planches sans texte. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, tout est dans le ressenti, l'émotion. Et cela fait écho au départ de sa famille qui a quitté l'Asie pour rejoindre l'Australie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vraiment un livre magnifique. Ça s'appelle Là où vont nos pères. Et ouais, ce livre est vraiment magnifique, par exemple. Voilà pour mes sources d'inspiration. Et après, plutôt en termes d'écriture, j'étais vraiment inspirée par des poètes ou des poétesses. Je pense notamment à André Chédid, à Khalil Gibran. Ça m'a vraiment nourri. Mahmoud Darwish aussi, ça m'a vraiment nourri tout au long de l'écriture du roman graphique.